On a fait 44 millions l'année dernière de chiffre d'affaires. Cette année, on va faire 60 millions et on vise 100 millions l'année prochaine. Les techniques SEO ont vachement évolué, donc il faut se renouveler. Et aujourd'hui, l'équipe SEO, c'est au bas mot 30 personnes en CDI et peut-être 20 ou 30 personnes en Presta. Aujourd'hui, je ne fais que grossir mon équipe SEO. Pour donner un ordre d'idée, on dépense entre 1,5 million et 1,8 million mensuels d'AdWords avec le plus gros budget qui est les US. Maintenant, on lance un pays beaucoup plus rapidement. On lance un pays dans une demi-journée et ce qui nous manque après, c'est recruter un natif. Tu penses que tu es bon en France parce que tu as attaqué l'Italie, l'Espagne et le Portugal, mais va te confronter aux US, tu vas te rendre compte que tu es un nain, quoi. Les US, c'est des killers. Les plus riches gagnent toujours. Hein. J'ai perdu 300 000, 400 000 euros en 6 ans. Et avant Superprof, du coup, tu t'es monté quand t'avais quel âge? Donc c'est 2013. Ouais, 2013, 35 ans. Et avant, en quelques phrases, c'était quoi le... Alors avant, moi j'ai fait 4 ans de conseil. J'ai fait KPMG Ernst & Young. Ouais. Ok. Ensuite, après, j'ai monté ma première boîte qui s'appelait KP Media, qui était une boîte qui éditait des sites web, que j'ai revendu. Ok. Et donc, je suis à Adverline, une société qui faisait de la publicité sur Internet. donc t'as fait un peu d'ads. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, mais à l'époque des bannières. Les bannières, les skyscrapers, tu vois, les débuts de Google Ads, les e-spotting. C'est les trucs où t'achetais. Je sais même pas ce que c'est. Bah, c'était les liens d'ads, mais sur Yahoo, tu vois, à l'époque. Ok. C'est quand même Yahoo qui a inventé le vrai aux enchères. Hein. Tu vois, c'est pas du tout Google. Google a copié ce qu'avait fait Yahoo, mais sauf que l'a fait 1000 fois mieux, quoi. Ok. Et ta boîte faisait quoi, du coup, là-dedans? Adverline? Éditeur de sites web. Okay. On était plusieurs sites web, donc on fabriquait des sites web, tu vois, pour nous et pour des clients. Et ensuite, après, du coup, je suis devenu DG du Second Groupe. Et je suis resté 1 an, et puis je suis parti un peu de façon radicale, parce que j'ai une petite discussion avec le fondateur quand je lui ai annoncé mon départ. Moi, j'ai annoncé mon départ en me disant, putain, je vais partir, mais dans l'année, à la cool. Et en fait, je suis parti dans la minute. Bon, ouais, c'est différent. Et donc, je ne savais pas quoi faire. Et donc, je suis parti aux États-Unis. J'ai fait la côte Est, la côte Ouest. J'ai réfléchi. Puis, quand je suis revenu en France, je me suis dit, putain, je sais ce que je vais faire. Moi, je me crois pas trop mauvais commerçant, tu vois. Donc, acheter, vendre. J'ai l'impression que je suis pas mauvais là-dedans. Quel produit j'aimerais acheter, j'aimerais vendre? Et je me dis, immobilier. Donc, je reviens à Paris. J'avais vendu ma boîte 1 an avant. Et donc, j'ai un peu de cash. Et je me dis, putain, je vais le faire fructifier en faisant marchand de biens. Et donc, j'achète un premier hôtel à Montorgueil, dans le 2e, à Paris. Et je le revends. Je fais ma plus-value. Et je me dis, putain, mais c'est vraiment tout ce que je déteste, quoi. C'est vraiment d'avoir mis 1 an et demi à acheter un truc, le revendre. Ça y est, j'ai gagné ma plus-value, mais j'ai rien construit, quoi. Je repars à zéro de nouveau, quoi. Donc, je me dis, non, il faut pas que je fasse ça. Moi, je suis quand même quelqu'un qui aime bien construire, monter des équipes et compagnie. Et donc, je me dis, il faut que je trouve un modèle économique différent autour de l'habitation pour acheter, conserver. Et donc, du coup, je suis devenu loueur meublé professionnel. J'ai monté une boîte et donc j'achetais des appartements, je les refaisais, je les louais et puis j'ai industrialisé le process, toi. Donc, tu as des apporteurs d'affaires, tes notaires, tes agents immobiliers avec qui tu travailles, tes banquiers avec qui tu finances, les architectes, les entrepreneurs et puis quelqu'un qui va te louer l'appartement. Toi, puis tu fais ça. Puis donc, j'ai fait ça des dizaines de fois jusqu'à découvrir en 2012, j'en sais rien, un truc comme ça, Airbnb. Et je me dis, putain, mais Airbnb, c'est génial. C'est l'idée du siècle que j'aurais dû avoir. Mettre en confiance 2 individus à l'autre bout du monde qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais qui ont confiance quand même dans une plateforme, une marketplace, et assez confiance pour que, putain, je te laisse les clés dans une petite boîte à l'entrée et tu viens chez moi et t'es dans ma vie, t'es sur mon canapé, avec mes livres. Enfin, tu vois, c'est incroyable cette confiance qui a été créée par Airbnb avec les évaluations, les recommandations et compagnie. Et je me dis, putain, c'est une idée de génie. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Et je me sers d'Airbnb pour optimiser mes appartements. Du coup, je fais beaucoup de locations. Après, même j'ai acheté des appartements spéciaux Airbnb. J'ai acheté des 2+2, ce qu'on appelle des rez-de-chaussée, où je faisais 2 places pour dormir, plus 2 places avec un canapé lit. Donc 2+2, 4 personnes. Des trucs qui faisaient 15 mètres carrés, que je trouvais super rentable. Premier point. Et puis à un moment, je me remets à la guitare. Tu vois, on est en début 2013. Et je me dis, putain, mais comment je fais pour trouver un prof de guitare? Comment tu fais pour trouver un prof de guitare à l'époque, quoi? À l'époque, soit tu vas sur le Bon Coin et t'as un prof de guitare qui est entre une machine à laver, un camping-car, t'as un mec qui te dit, tiens, je te donne des cours de guitare, voilà mon 06. Ou à la boulangerie du coin où t'as encore des affichettes avec prof de guitare, machin, mais t'as pas un truc de qualité. Et je me dis, putain, bingo, je vais faire le Airbnb de prof particulier. Voilà. Mais side project, comme je te disais au début, tu vois, Théo, c'est-à-dire que j'ai ma boîte d'immobilier, j'achète des appartements, c'est très rentable, je m'organise, je suis en train de structurer mon équipe. Enfin, tu vois, c'est en pleine croissance. Et je me dis, bah tiens, je vais monter ce petit truc. Voilà. Donc, je décide de mettre une petite pocket budgétaire, environ 30 000 euros, donc pour payer mon développeur et puis pour payer un graphiste. Ok. Donc voilà. Puis je procrastine un peu, tu vois. C'est jusqu'au moment où je me dis, il faut que je le lance, ça va être quand même la rentrée. Et surtout,
putain, faut que je trouve un nom à ce projet, quoi. Parce que tu sais, moi, Airbnb pour particulier, j'en parlais, tout le monde trouvait ça sympa et tout, l'idée était chouette, mais il me fallait un nom pour que le truc existe, quoi, pour pouvoir vraiment parler. Et un matin fulgurant, super prof. Et je me dis, putain, c'est super prof, c'est génial, c'est trop bien, c'est exactement ce que j'ai envie d'envoyer comme message à mes élèves, tu vois. Venez chercher un super prof. C'est exactement ce que j'ai envie d'envoyer comme message à mes profs. Inscrivez-vous dans la communauté des super profs, tu vois. Donc, ça me paraît un nom incroyable. Donc, j'essaye de... Putain, je vois que le .com est pris, quoi. Donc là, je me dis, putain, merde. Bon, je contacte quand même le vendeur en disant, écoutez, bonjour, j'aimerais... Elle me dit, pas de problème, je suis prêt à le vendre. 25 000 euros. Je dis, 25 000 euros, quoi. 25 000 balles, c'est beaucoup trop d'argent. Moi, mon projet, c'était quasiment tout le budget de mon projet. Donc, je fais une tentative quand même de négo en disant, moi, je suis prêt à vous faire une offre à 1000. Tu vois. Et il me dit, OK, 24 000. Je dis, putain, je suis foutu, quoi. C'est-à-dire que si à chaque fois que je monte de 1000... Le mec, il descend de 1000, bon, si tu veux, globalement, on va payer 12 000, quoi, ou 15 000, enfin, un truc comme ça, quoi. Et je me dis, c'est pas du tout dans mes budgets. Donc, j'ai une alternative, soit je trouve un autre nom, ou soit parce que le projet n'avait pas commencé. Donc, et en même temps, je me dis, putain, j'aime bien super prof et tout. Et je lui dis, allez, 5 000 euros, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, je ne mettrai pas 1 euro de plus. C'est all-in, voilà, c'est 5 000 à prendre ou à laisser, quoi. Et il prend les 5 000. Et en fait, Théo, c'est un super coup de pied au cul, ça, parce que, comme je te disais, moi, c'est un truc que je procrastinais. C'était mon projet à côté au début, super prof, tu vois, et tout. Et puis, le fait d'avoir mis 5 000 euros. 5 000 balles. Il fallait, voilà, c'est beaucoup trop d'argent pour moi pour me dire, c'est bon, je peux laisser passer la rentrée. Donc, il fallait que ça soit live en septembre, tu vois. Et en fait, je me jette à fond dans le projet. Je travaille avec mon prestat ingénieur là, à l'époque qui me développe le site, avec mon graphiste qui était un petit mec qui était dans une agence de com que je connaissais, qui était stagiaire d'un de mes potes et que je trouvais hyper brillant. Alors, faut que tu imagines que ces deux personnes avec qui je lance, hein, le prestat, le stageman à l'époque, aujourd'hui c'est mon CPO. Hein. Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble, tu vois, il est incroyable, c'est comme mon numéro 2, enfin... Mike, si tu m'entends, je t'embrasse. Et mon prestat, c'est mon CTO aujourd'hui. Ils sont toujours là. C'est vraiment les deux premières personnes avec qui j'ai commencé à bosser et qui sont incroyables. Ça, c'est un énorme coup de bol, ça, tu vois, d'avoir dès le début trouvé les bonnes équipes qui ont réussi à scaler avec moi. Donc ça, c'est un coup de chance. Et donc voilà. Et donc, écoute, août 2013, depuis la plage de Biarritz, je suis en vacances avec mes potes et il faut que le site soit live pour septembre. J'appuie sur un bouton. Et banco, ça y est, ça part. Et première journée, 27 euros de chiffre d'affaires. Et je suis le plus heureux du monde parce que j'ai validé enfin mon modèle économique qui est, je fais payer les élèves pour trouver leurs profs, tu vois. Et tu avais déjà des profs sur la... Oui, parce que j'avais racheté 2 petits sites. En fait, Superprof, qu'est-ce que c'est ? C'est un algorithme principal qui va permettre de trier les professeurs, tu vois, de façon plus ou moins intelligente. Au début, on a une vingtaine de critères à peu près pour trier les profs, tu vois, et puis pour le faire matcher avec le bon élève. Mais du coup, l'algorithme, aussi intelligent qu'il soit, tu vois, il faut le nourrir de data. Donc, pour le lancer, en fait, j'avais racheté 2 petits sites internet, prof-élève et coursparticulier.org. à l'époque. Donc j'arrive, tu vois, quand je lance le site, j'ai peut-être 12 000 annonces de profs et j'ai un petit trafic un peu résiduel parce que du coup j'avais fait les bonnes 301 et tout. Et toi, en tant qu'utilisateur qui cherchait du coup un prof de guitare, qu'est-ce que tu n'avais pas trouvé dans ces sites-là ? À la qualité. Okay. La qualité et la confiance. En fait, encore une fois, quand tu vas à la boulangerie du coin, t'as aucune info sur qui c'est. Ouais. T'as aucun track record, t'as pas d'évaluation, t'as pas d'étoiles, t'as pas de photos, t'as rien, t'as un numéro de téléphone, donc c'est vraiment petit bonheur à la chance. Et le Bon Coin, pareil. T'as aucune. En fait, la confiance se crée en fait quand t'as des retours d'expérience. Le premier truc que tu fais quand tu prends un appartement, quand tu réserves quelque chose, c'est les étoiles, t'évalues, tu regardes ce que les retours d'expérience, c'est ça ce qui crée énormément de confiance. D'accord, donc l'insight de base, ça a été de se dire qu'en fait, ce qui manquait à tous ces... Oui. Là, c'était pas des profs, c'était ce qui était entre l'élève et le Exactement. prof pour trouver le prof. Et c'est ça qu'on a fait avec un système d'abord de cooptation entre les professeurs. Ouais. Parce que comment tu fais pour savoir si c'est un bon prof ? La cooptation, c'est un bon truc. Hein. C'est-à-dire que si toi, Théo, t'es quelqu'un de confiance et que tu me recommandes quelqu'un, on peut imaginer en bonne approximation que cette personne est sérieuse. Donc, on a utilisé beaucoup la cooptation. Les recommandations. Donc, les recommandations, c'est... Pareil, tu demandes des recommandations à tes pairs, à tes anciens élèves, à tes amis, des gens qui vont pouvoir parler de toi. Après, tu vois que ça, c'est un peu falsifiable. C'est-à-dire que tu peux demander, évidemment, tu demandes qu'à tes potes, donc ils vont faire forcément des bons avis. Mais quand même, ça aide. Et enfin, le Graal, et c'est ça qu'on a fait, on a fait des mises en relation avec des gens qui payaient sur le service, sur le système, qui se mettaient en relation avec un prof. Et on faisait faire une évaluation 360 entre le prof et l'élève. Et ça, cette recommandation, cet avis qui est passé par le système, donc qui est infalsifiable, puisque ça veut dire qu'il y a vraiment une mise en relation, le cours a vraiment eu lieu, et bien c'est ça qui nous a fait avoir de la confiance pour nos professeurs et nos élèves, parce que faut que tu imagines que moi, tout de suite, je me suis dit, on va créer une communauté de professeurs, mais il faut que je la protège, cette communauté,
Donc, il faut que je leur amène des élèves extrêmement motivés, tu vois, des gens bien. En fait, il faut que j'arrive à avoir des évaluations aussi sur mes élèves. Aussi bien mes élèves que mes professeurs. Tu vois, il faut que on soit entre gens de confiance, quoi. Des évaluations sur les élèves? Ouais, bien sûr. Ouais. Les élèves sont évalués par le professeur. Enfin, c'est une évaluation 360, tu vois. Parce que, au début, évidemment, c'était des évaluations qui étaient faites sur l'élève, mais voilà. Mais aujourd'hui, les élèves, ils reviennent chez moi. Ça fait 10 ans. Donc, les gens, quand ils demandent des profs, ils peuvent voir que l'élève, il a déjà eu des évaluations par un prof de guitare, il a pris un cours de maths, tu vois. Et j'ai plein d'élèves qui deviennent professeurs. Et des professeurs qui deviennent élèves. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, mais vraiment, c'est des trucs que j'ai vraiment, allègrement, pompé sur Airbnb. Si tu veux, Airbnb avait déjà inventé tout ça. Et alors, moi, je me suis inspiré énormément d'Airbnb. Airbnb, les hôtes sont évalués et les voyageurs sont évalués. Toi, c'est cette double évaluation qui fait que, un coup t'es hôte, un coup t'es voyageur, quoi. Donc, je fais pareil sur Superprof. Vraiment, moi, au début, je te jure, j'allais sur le tableau de bord d'Airbnb, je faisais des screenshots, je photoshopais et je mettais Superprof à la place et je changeais appartement en professeur. Et au début, alors l'équipe produit, si tu veux, c'était 2 prestats, hein, donc c'était quand même smooth. Et au début, je me rappelle, mon développeur, il a mis une journée, je pense, à gauler que. Il dit, mais Pierre, mais en fait, c'est Airbnb, quoi. Et ouais, je me suis énormément inspiré. J'ai trouvé ça extrêmement brillant. Et en fait, alors maintenant, ça c'est complètement différent parce que Airbnb, c'est une relation one-shot que tu as avec la personne, alors que Superprof, il y a de la récurrence et compagnie. Donc, on a quand même fait énormément évoluer. Mais au début, toute la création de confiance, la communauté, ça et tout, je me suis agréablement inspiré d'Airbnb. Après, pour le référencement naturel, le SEO, moi, si tu veux, Booking, TripAdvisor, ça a été des modèles pour moi. Je me suis énormément inspiré. Enfin, voilà. Sur l'efficacité aussi, la prise des cours, la réservation, le matching. J'ai énormément regardé ce que faisait Amazon pour les check-out de paiement. Enfin, voilà, j'ai essayé de m'inspirer des meilleurs. Et puis de mettre ça à la sauce communauté, élèves, professeurs, éducation, quoi. Les 2 premiers sites là, que tu as rachetés, comment ça s'est passé? C'est des contacts. Moi, je me rappelle, le coursparticulier.org, si tu veux, c'est un truc, ça fait 10 ans qu'il existe. Il a, je sais pas, 9000 annonces, un truc comme ça, je me rappelle plus, 8. Et je contacte, c'est un enseignant à la retraite, tu vois. Donc, il faut que tu imagines qu'on est en 2013. Hein. Et comment se passe la transaction? On se met d'accord sur un prix par email, par téléphone, je me rappelle plus très bien. Et on se retrouve dans un café en face du Grand Rex, dans le 2e, sur les grands boulevards. Et j'avais écrit un contrat, je sous-signé, Wilfried Granier rachète cours particulier pour la somme de... Voilà. Et puis, je lui fais un chèque. Et puis, il me donne ça sur une clé USB. Je mets ça dans mon ordi, je regarde. Ah, super, il y a la base de données, il y a le site. Très bien, on fait le transfert de nom de domaine en temps réel. Il me donne la clé authentification, c'est pour que je puisse le transférer. On se serre la main et puis voilà. Puis je repars avec... un petit site, une base de données. Et après, tout le travail, c'est les redirections, les bonnes R301 qu'on va faire pour récupérer tout le jus SEO, l'historique et compagnie, et puis en transférer tous les professeurs dans le site Superprof, quoi. Ça coûtait pas trop cher, un site comme ça? C'était dans ton budget? Ouais, c'était 3-4 000 euros. C'était des trucs comme ça. Peut-être 5 000, je me rappelle plus très bien, mais on parle de quelques milliers d'euros, quoi. Et c'est sur une clé USB. Maintenant, les clés USB, ça n'existe plus. Et le mec, à l'époque, maintenant, on me fait un WeTransfer à la rigueur, tu vois, mais, et puis, il était très content de me rendre. Je pense qu'il pensait que c'était un très bon prix. Enfin, à l'époque, d'ailleurs, c'était un très bon prix parce que c'est quand même un site qui lui coûtait des ronds en hébergement, aucun modèle économique. Il avait une petite bannière publicitaire, mais qui lui ramenait rien parce qu'il y a peu de trafic. Et donc, voilà. Et en fait, ça, ce que je te dis, les rachats de sites, en fait, c'est un truc que j'ai un peu industrialisé. D'ailleurs, rapidement, moi, j'ai voulu racheter le numéro 1 en France parce que j'avais racheté ces 2 petits sites, tu vois, pour quelques milliers d'euros, mais il y avait quand même un leader en France, un leader qui s'appelait Cherchecourt, qui avait 180 000 annonces de profs. Donc voilà, donc en août 2013, je lance Superprof, 27 euros de chiffre d'affaires le premier jour. J'ai vendu 3 passes élèves à 9 euros à 3 élèves pour contacter leur professeur. Okay. Donc j'étais content. Tu peux dire ce que c'est un pass élève peut-être pour... Un pass élève, c'est l'accès à la communauté de professeurs pendant 30 jours. D'accord? Et tu n'es débité du montant que si le professeur accepte ta demande de cours. D'accord? Si tu fais une demande de cours, par exemple, tu ne trouves pas de professeur, tu ne payes rien chez nous. D'accord? Donc, à l'époque, 3 personnes avaient contacté des professeurs pour prendre des cours. Alors, peut-être que c'était 5-6, mais il y en a 3 qui ont été débités parce que le professeur acceptait la demande de cours. Et donc, ils avaient 30 jours d'accès à la communauté entière de profs et donc 27 euros. Et donc, aujourd'hui, ça semble une évidence, Théo, tu vois, qu'on fasse payer l'élève pour qu'il trouve son professeur. Aujourd'hui, ça semble... Mais à l'époque, je te jure que c'était pas du tout évident. Moi, tout le monde me disait que mon modèle était bizarre. Le modèle de faire payer l'élève pour trouver son professeur, c'était chelou. D'abord, on me disait, non, tu devrais faire des commissions sur chaque heure de cours. Ça, c'est vraiment l'idée reçue, c'était, non, l'élève, il commande des heures de cours et tu prends une commission.
Alors moi, c'est tout ce que je déteste, la commission. Mais c'est une idée reçue parce que Airbnb prend des commissions, Uber prend des commissions. Mais encore une fois, il faut adapter ce modèle parce que c'est des modèles one-shot. Pour faire une commission de 30% ou 20% à quelqu'un que tu rencontres une fois dans ta vie, bah, c'est le prix de la mise en relation, entre guillemets, tu vois. Mais quand tu le rencontres tous les jours ou toutes les semaines, tu vas pas payer des commissions à un site qui t'a mis en relation avec ton prof et que ton prof, tu le connais, qui vient toutes les semaines. Ça marche pas dans la récurrence, tu vois. Le Airbnb où tu le louerais toutes les semaines, au bout d'un moment, tu dirais au mec, bah non, on va payer en direct, on va pas payer un site. Le Uber qui ferait ton chauffeur, qui viendrait tous les jours te chercher pour faire une course, rapidement, tu te mets d'accord avec lui. Enfin, toi, tu bypasses la plateforme. Donc moi, je voulais pas ça. Ensuite, moi, il y a un truc que je voulais pas, c'était toucher au prix du professeur. Tu vois, parce que le prix du prof, bah, c'est quelque chose de sacré, c'est son argent, c'est lui, il veut être payé 30 €, il est payé 30 €. Et je voulais pas tomber dans la mécanique de dire, bah, je vais prendre 10% ou 20% de commission. Donc, du coup, ça va passer à, alors, soit le mec, il va toucher 24 €, ok, donc je lui diminue son prix, soit je vais faire payer l'élève plus cher. Parce que le mec, il va dire, bah non, mais moi, je mets à 30, plus je rajoute les 6 € de commission. Donc, l'heure, elle passe à 36. Donc, je me suis dit, je veux pas soit priver le prof de revenus, soit faire augmenter mécaniquement le revenu. Ensuite, je me disais, putain, les commissions, ça a un effet pervers. Parce que en tant que site internet, t'as qu'une seule envie, si tu prends des commissions sur le prix, bah, c'est de faire monter les prix. Plus les prix sont chers. Donc, tu vois, or moi, à l'époque, et encore aujourd'hui, si tu veux, un truc qui m'anime, c'est de dire, putain, comment pouvoir fournir un prof le moins cher possible au plus grand nombre. Toi, c'est un truc quand même que j'aime bien. L'idée de dire, le prof particulier, on essaie de tirer plutôt les prix vers le bas, avoir des offres pour tous les prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu peux avoir des offres vraiment cours de maths. Tu peux prendre des cours de maths avec un agrégé de mathématiques à 60 € de l'heure. Tu peux prendre un cours de maths avec un enseignant, un lycéen, enfin, un grand étudiant de grandes écoles, toi, type Polytechnique, HEC, à, je sais pas, 35 €. Tu peux prendre aussi un étudiant de première qui va te donner des cours à 20 balles parce qu'il est à côté. Et tu peux te prendre un cours par webcam avec un mec au Maroc qui va te prendre 10 balles de l'heure. On te fournit un éventail, si tu veux, de ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton budget, tu vois, on te fournit un grand éventail de choix. Donc c'est ça que j'aime bien, toi. Si tu prends des commissions, en fait, rapidement, tu dis, bah, tu vas orienter vers le mec à 60 balles parce que tu touches 20% de commission et c'est plus intéressant pour toi, tu vois. Donc ça, je voulais pas tomber dans ce travers. Tu vois, donc ça. Et le deuxième modèle à l'époque qu'on m'oppose, c'est le modèle fais payer le prof. Parce que c'est un apporteur d'affaires pour le prof. Donc, fais-lui payer des options de placement. Paye 10 balles par mois pour être premier. Paye parce que comme ça, tu auras ton annonce encadrée. Paye des services. Tu vois, fais payer le prof pour qu'il puisse trouver des élèves. Donc, ça peut s'entendre, toi, en apporteur d'affaires. Sauf que moi, ce que j'avais envie, c'est que les profs, si tu veux, tout le monde veuille venir s'inscrire chez Superprof. Que ce n'ait aucun coût. Si je commence à te matraquer pour te vendre des trucs, que tu vas dire, attends, c'est commercial, j'ai payé 50 balles, t'es déçu. Or, moi, je voulais récupérer toute la communauté de Superprof. Tu vois, et les Superprofs, en fait, je voulais pas les faire payer et je voulais plutôt leur demander de l'exigence. C'est-à-dire dire, bah, réponds dans les 24 heures, réponds à tous tes élèves, être super, tu vois, avoir vraiment la crème de la crème, quoi. Et donc, la crème de la crème, tu peux pas en plus les faire payer. Donc, le modèle du prof, c'était ce qu'on me proposait, l'apporteur d'affaires, la commission. Donc ces deux trucs-là, je détestais. Donc il me restait le troisième modèle économique, puisque comme tu le sais, on est bootstrappé, donc pas de levée de fonds, parce qu'il y avait un autre modèle. Et d'ailleurs, c'est marrant, je pourrais te raconter quand même un concours France Digital, où j'apprends qu'un concours France Digital, tu peux gagner potentiellement 100 000 € de prix, je sais plus, enfin, tu vois, un montant. Et tu me rappelles faire le concours, j'arrive en demi-finale, et je me rappelle, les investisseurs qui étaient dans la salle me disent et pourquoi tu fais pas tout gratuit ? Pour avoir une énorme base, qu'il y ait des mises en relation, que tu aies plus d'étoiles, tes machins, pas que c'est pas tout gratuit. Et je me rappelle, je savais pas quoi répondre. Je leur dis, bah, parce que je dois payer le loyer des bureaux à la fin du mois, quoi. Il y a pas de. Non, mais tu vois, c'est tout con, mais voilà, moi, j'avais pris cette option de gagner des sous, bah, pour créer une boîte, quoi. Tu vois, pour payer mes factures. Mais c'est marrant, les investisseurs c'est sûr qu'ils m'auraient poussé à faire complètement gratuit. Ce qui aurait été une énorme erreur, parce que si tu fais tout gratuit, du coup, tu as beaucoup plus d'élèves. Évidemment, puisque les élèves, il y a une barrière à l'entrée, puisqu'ils ne payent pas 9 €. Mais ça veut dire que tu amènes des élèves qui ne sont pas forcément motivés pour prendre des cours. Tu vois, j'ai adoré avoir cette idée de dire que je fais payer un minimum, parce que c'est une petite barrière psychologique qui fait que, du coup, j'amène à mes élèves que mes professeurs, que des élèves super motivés. Quand tu n'es pas capable de mettre 9 balles pour prendre des cours, c'est qu'en fait, tu ne veux pas vraiment prendre de cours. C'est juste que tu as trouvé le prof ou la prof sympa, et tu te dis, ouais, peut-être demain, je prendrai peut-être des cours, ou la semaine prochaine, je vais peut-être me remettre à la guitare, bah tiens, je vais poser une question. Enfin, tu vois, tu te fais des demandes de cours qui sont pas... c'est comme les 5 000 € pour ton nom de domaine. Exactement, voilà. Donc, c'était ma petite barrière à l'entrée, et donc ça, c'est top. Donc, du coup, et c'était un peu ma promesse aussi que j'envoyais à
à mes profs, venez chez moi, je vous enverrai en plus que des super élèves. Des élèves qui ont lu votre annonce, des élèves qui vous ont choisi. C'est pareil, choisir son prof, c'est très important. Toi, nous, on croit très fort que si tu as envie que ça marche en fait entre un prof et un élève, il faut que l'élève il choisisse son prof, mais il faut aussi que le prof aussi choisisse son élève. Il faut que les deux ils se kiffent vraiment, tu vois. Si vraiment tu kiffes d'être avec ton prof et que ton prof il te kiffe, je te jure, mais Théo, tu vas faire des miracles. En fait, tu vois, c'est-à-dire que tu vas être galvanisé, tu vas être. En fait, et c'est horrible, c'est que beaucoup de mes concurrents, les organismes et l'éducation nationale, c'est comme ça, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, mais on impose un prof aux élèves. On impose un prof et le prof, on lui impose des élèves. Les deux ne se choisissent pas. Donc après, c'est dur, tu vois. Nous, justement, on transcende un peu ce truc-là en disant, putain, on va proposer le choix, tu vois, et du coup, comme ils vont se choisir, ils vont se kiffer, donc voilà, ça va faire des miracles. Et t'as pas eu de concurrent, parce que toi, t'as choisi de mettre la friction, en fait, côté élève, pour dire, OK, les professeurs, je vais gagner la bataille des professeurs, parce que ma plateforme sera mieux pour eux et gratuite, surtout. Ouais, je vais pomper, effectivement, j'aurai tous les professeurs qui vont s'inscrire chez moi, je suis d'accord. Et donc ta thèse, c'était de te dire, si j'ai tous les professeurs, en fait, finalement, j'ai le droit d'imposer un prix aux élèves parce que j'ai tous les profs. Mais si t'avais un concurrent en plus, ouais, bien sûr. Et t'as pas un concurrent qui est arrivé qui a eu les profs et les élèves gratuits, tu vois, le mec qui aurait écouté France Digital par exemple? Si, j'en avais. J'ai eu tous les gens. Alors, j'ai eu tous les gens qui ont levé des fonds déjà. Donc tous les gens qui ont levé des fonds, parce que j'ai eu deux concurrents quand je me suis lancé. Il y avait deux concurrents et qui existaient à l'époque. Bon, ils n'existent plus, donc on va pas les citer, mais qui eux prenaient des commissions sur chaque heure de cours. Donc c'était un peu transparent pour l'élève et pour le professeur. Ça se voyait pas trop qui gagnait des sous. Mais tu vois, donc malheureusement, du coup, les profs, ils se prenaient une commission, donc ils sont tous venus chez moi parce que il y avait quand même, ils savaient. Mais par contre, non, ce qui était plus embêtant, c'était pas ça. C'était les modèles économiques opposés aux miens. C'est-à-dire qu'ils faisaient payer les profs, mais complètement gratuit pour les élèves. Tu vois, ça, c'était les plus dangereux. Parce que ceux qui avaient levé de l'argent, ils avaient fait quand même avoir montré un modèle économique et l'idée reçue, c'était effectivement la commission. Et donc, en France, à l'époque, quand je lance, il y a Cherchecours, comme je te disais, qui est le plus gros site. Ça fait 6 ans, ça a été monté par un ingénieur qui est sorti major des arts et métiers, qui est extrêmement brillant, qui est un tueur du SEO, qui a toutes les positions et qui, lui, fait payer les profs pour avoir des options de paiement, avoir des options de visibilité et qui font gratuit pour les élèves. Et ça, c'est dur pour moi parce que entre payer quelque chose pour avoir de la qualité ou gratuit et on ne sait pas très bien qui c'est, en fait, beaucoup de gens préfèrent le gratuit, tu vois. Donc, il fallait que je rachète. En fait, il n'y a pas de choix. Il fallait que je rachète. Donc, tu vois, je lance en août. En septembre, je fais mon premier mois de chiffre d'affaires, 6 000 €. Et début octobre, je vais au rachat du numéro 1 en France, quoi. Voilà. Et donc, je l'approche, j'envoie un mail, et puis on se contacte, et puis on s'appelle, et puis il me dit, je suis à la Défense. Demain, je bosse à Cœur Défense, je suis consultant pour Capgemini, système d'info. Je dis, écoute, on a qu'à déjeuner ensemble. Donc, j'arrive à la Défense. Lui aussi, c'était un side pour lui? Ouais, exactement. Ah, d'accord. Ouais. Mais non, ça gagnait pas un rond, ça gagnait très peu. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense qu'il faisait 30-40 000 € de chiffre d'affaires. Tu vois, c'était un truc sympa à côté. Mais il était manager chez Capgemini, tu vois. Donc, il n'avait pas trouvé son modèle. Donc, je l'approche et je rencontre mon double lumière. C'est-à-dire que, tu vois, un ingénieur comme moi. Moi, j'ai fait Ernst & Young en système d'info, il faisait Capgemini. Et cette grosse passion du SEO et un site de cours particulier. Donc, alors, du coup, on s'entend quand même assez bien, tu vois. Et donc, moi, je lui dis, écoute, super, on va quand même, je viens pour te racheter. Donc, je vais te faire une offre. Il me dit, non, mais moi, écoute, j'ai plutôt envie de monter une boîte avec toi. Alors, je lui dis, ouais, je comprends, mais moi, pas du tout. Je veux pas m'associer avec toi. Tu vois, pas du tout. Je te connais pas. Je veux pas du tout m'associer. Et donc, voilà, ça commence comme ça. Donc, et puis, moi, j'étais à fond dans le SEO parce que moi, la première version de Superprof, elle a vraiment été destinée non pas aux élèves ni aux professeurs, mais vraiment à Google parce que le cœur du réacteur, il me fallait beaucoup de trafic. Tu vois, on est bootstrappé, on n'a pas d'argent, j'ai pas de marketing. Donc, il faut que je fasse du trafic spontané par les requêtes Google. Donc, il fallait que ça soit très bien positionné. Et je grignotais des places, tu vois. Et on s'envoyait des mails. Je dis, tiens, regarde, je suis premier sur la requête prof particulier. T'es passé deuxième. Mais moi, je suis premier là. Enfin, tu vois, voilà, on se titillait un peu. Et puis, on s'entendait bien. Et puis, on a bu des verres. Et puis, on a dîné. Et puis, à un moment, je me suis dit, en fait, il est ultra sympa comme gars. Puis, je suis quand même content d'avoir un copain avec qui je vais pouvoir parler cours particuliers. Parce que moi, ma nana, elle en avait ras-le-bol du Airbnb de cours particuliers. Si tu veux, c'était au bout d'un moment, voilà, tu saoules tes potes. Là, j'avais un copain avec qui je pouvais en parler tout le temps, qui était aussi passionné que moi. Après, mon regret, c'est de me dire, putain, c'est quand même on est quand même les clones, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, dans l'image d'Épinal de l'associé, tu te dis, moi, je sais pas, je suis ingénieur, peut-être que j'aurais voulu un mec en école de commerce, puis on est complémentaires. Là, c'était vraiment, on était les mêmes. Alors, coup de chance, on était les mêmes, mais on n'avait même pas la même chose. Donc lui, c'est pas du tout un mec du produit.
Il déteste le produit. C'est lui, faire quelque chose et puis le refaire, et puis refaire, et puis refaire, tu vois, qui est l'amélioration constante du produit, ça le gonfle à un point. Alors que moi, j'adore. J'adore le produit. Et puis, la partie SEO, moi, j'aimais bien, mais lui, c'était vraiment son dada. Donc, on s'est bien séparé les trucs, tu vois. Mais donc, voilà, on s'est associés. Il a pris un certain pourcentage. J'ai acheté en part sociale. Il a pris un certain pourcentage des parts. On s'est mis d'accord, super. Et il me dit, par contre, voilà, il faut que je te dise avant la signature du truc. Là, on se rend compte je sais pas, fin octobre, on se met d'accord, tu vois, sur le montage des parts. Et il me dit, mais moi, fin novembre, j'avais prévu de faire un tour du monde d'1 an, de partir. Donc, moi, je te préviens, le 1er décembre, je suis plus là. Je vais pas à Paris. Je commence par la Colombie. Et pendant 12 mois, je vais faire Colombie, Afrique du Sud, Indonésie. Voilà, je disparais, quoi. Là, je dis, bah écoute, ça me dérange pas. De toute façon, moi, j'avais prévu de te racheter. De toute façon, je sais me fusionner, enfin, je sais migrer des sites. J'ai déjà fait 2 fois. Je le ferai une 3e fois. Tu vois, j'ai pas de problème. Je maîtrise mon SEO, nickel. Et il me dit aussi, mais quand je reviendrai, tu penses on pourra bosser ensemble? Je dis, bah écoute, j'espère. Moi, j'adorerais, mais tu sais, tu vas revenir. Donc, lui, il avait fait ce qu'on appelle un congé sabbatique. C'est des boîtes, elles te gèlent ton contrat pendant 1 an. Tu fais 1 an de sabbatique. Puis quand tu reviens, t'as même poste, même rémunération. Tu sais, donc, lui, il revenait avec son salaire de manager de Ernst, de Capgemini, tu vois. Et moi, à l'époque, je me payais même pas. On faisait, allez, 7-8 000 euros de chiffre d'affaires, si tu veux. Pas du tout l'équipe. Enfin, je pouvais pas le payer, quoi. Donc, et donc, je lui dis, bah, écoute, j'espère qu'on pourra te payer quand tu reviendras. Ce serait trop beau, quoi. Mais faut qu'on fasse du chiffre, quoi. Et voilà. Et donc, on se voit avec mon développeur. Il nous dit, bon, voilà, les bases de données PHP, MyAdmin, MySQL, là, le SSH pour se connecter au serveur. Tu fais ça, tu récupères les trucs, tac, 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 merci, au revoir. Tac, on se fait une bise. Et pendant 1 an, il a disparu, je l'ai pas vu. Donc moi, j'ai récupéré, j'ai fait la migration. Décembre, on commence à migrer. Là, on commence à voir le trafic arriver, toutes les merdes, les R301 qu'on avait un peu ratées, les mots-clés, les URL, les modérations des annonces. On migre toutes les données, mais il y a des gens qui perdent leurs évaluations parce que, voilà, un beau bordel. On corrige. Et janvier, on est prêt. Et janvier, on explose en chiffre d'affaires. On doit faire 50 000 balles au mois de janvier de chiffre d'affaires. Et donc là, je me dis, OK, là, ça commence à partir. C'est là que je me dis, waouh, tu vois, ce petit side project, là, ça commence à devenir hyper intéressant. Là, je me dis, putain, et puis en plus, là, il y a vraiment de l'attraction en France. Mais si je le fais en France, du coup, je le fais international. Je me dis, putain, l'éducation, c'est top. Puis je commence à passer de plus en plus de temps. C'est hyper excitant. Du coup, je me dis, putain, c'est pas possible. Il faut que j'ai quelqu'un pour avec moi. Je suis tout seul, là. C'est la galère. Alors, j'ai mon associé, mais tu sais, je le vois pas. Donc, il me faut trouver quelqu'un. Donc, je poste une annonce sur Facebook en disant, je cherche la perle rare. Je cherche le mouton à 7 pattes qui est capable de tout faire, mon double lumière, qui est capable à la fois de faire de la stratégie et descendre les poubelles, gérer la femme de ménage et les développeurs, faire du support et du sel. Enfin, on fait tout, quoi, tu vois, ensemble. Et donc, écrivez à je suis la perle rare @superprof.com. Et puis là, j'ai un mec qui m'écrit, le premier CV qu'on reçoit. J'ai pas reçu 10 des CV, mais un mec, il coup de foudre. Un jeune, hyper sympa, qui me dit, j'adore le projet, c'est génial. J'ai vu ça par une pote de pote qui m'a transféré l'annonce sur Facebook. Je veux en être et tout. Enfin, j'ai dit, écoute, moi, bien sûr, pas de problème. Mais voilà, ce que je te propose, c'est que voilà, je te propose vraiment un tout petit salaire parce que ça va être difficile de te payer. Moi, je me payais pas à l'époque. Je propose un petit salaire qui est pas loin du SMIC, je pense, à l'époque. Toi. Alors que lui, il avait bac+5 et tout. Toi. Mais en revanche, je te propose un CDI surtout. Voilà, je te propose une aventure, ça va durer dans le temps. Et ouais, je te propose une histoire incroyable si ça marche, quoi. Mais c'est un pari, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est 1000, mais si ça marche, ça sera exponentiel. Enfin, exponentiel, on s'entend, mais ça sera un beau truc, quoi. Et aujourd'hui, c'est le DG de la boîte, donc toi, je pense qu'il est content d'avoir fait ce pari. Et donc voilà, je suis avec ma perle rare, donc pour les trucs qu'on fait, on se dit, on est quand même 2, on va se trouver des bureaux, quoi. Et donc on se trouve des bureaux dans le 18e, à Alpajol, entre Marx-Dormois et Métro La Chapelle, un truc de la mairie de Paris, en fond de cour, caché derrière. 60 mètres carrés, hyper sympa, il n'y a rien, c'est brut. On va acheter des tréteaux chez Ikea, des planches en OSB. On se fait 6 bureaux, on était 2, on a 2 ordis. Puis on se dit, il nous faudrait quand même quelqu'un au support. Et puis on commence comme ça, on monte la boîte. Donc la stratégie, ça a été en fait de se dire, je vais faire payer les élèves. Et en fait, la seule façon que ça fonctionne, c'est que j'ai personne en face de moi de crédible qui puisse faire du gratuit. Ouais. Donc d'ailleurs, ton associé qui est parti faire le tour du monde au début, a directement adhéré à ce modèle de monétisation. Oui. C'est ça qui est fou, c'est qu'il a adoré 2 choses dans le projet. C'est 1, le modèle économique, dont le nom de la boîte.
je lui dis, tu sais, je cherche cours, ça va disparaître. C'est-à-dire que, il me dit, mais j'adore Superprof. Superprof, c'est incroyable, c'est génial, c'est super, c'est un vrai nom de marque, c'est une mnémotechnique. Parce que cherche cours, tu sais, il avait toujours ce truc de, trouve ton prof, cherche prof. Personne ne se rappelle de cherche cours. Tu vois. Donc il avait compris, si tu veux, et donc il n'y a pas eu de débat. Parce que tu sais, des fois, une question d'ego, ouais, mon nom est mieux, tu sais, c'est pas évident. Mais là, il n'y a pas eu de débat. Sur le modèle économique, et puis, si tu veux, quand on est. Comment on a fait pour valoriser les parts et se trouver, tu vois, un truc, comment on a fait pour dire, voilà ton apport, combien ça vaut, mon apport, combien c'est. Tu vois, c'est que moi, je commence à lui montrer les chiffres. Si tu veux, déjà, en l'espace de 3-4 mois, je faisais plus de chiffre d'affaires mensuel qu'avec son modèle économique. Tu vois. Et puis, je lui montrais l'attraction. Alors que lui, il était plutôt, tu vois, une croissance très molle. Donc, ça, c'est quand même, tu vois, il a adhéré. J'avais des trucs pour le faire adhérer. D'accord. À mon modèle. À mon modèle. Au truc que j'avais inventé, tu vois, à l'époque, mais c'est pas vraiment mon modèle, mais c'est un truc que... T'as beaucoup parlé au début, tu disais que t'étais... Enfin, la première version du produit, tu l'as faite pour Google, donc le SEO a été... Ouais, bien sûr. Omniprésent. Qu'est-ce que... Alors, c'est une question un peu large, mais qu'est-ce qui a changé entre ce moment-là où toi, tu faisais tout seul, j'imagine, et aujourd'hui, à quoi ressemble l'équipe SEO de Superprof Alors déjà, les techniques SEO ont vachement évolué. Hein. C'est des techniques, chaque année, ça change. C'est les techniques qu'on faisait il y a 10 ans... ne marche plus trop aujourd'hui, donc il faut vachement se renouveler. Et aujourd'hui, si tu veux, surtout, l'équipe SEO, c'est au bas mot 30 personnes en CDI et peut-être 20 ou 30 personnes en Presta. D'accord. Tu vois. Voilà. Plus tu rajoutes à ça tous les consultants de la SEO sphère avec qui on travaille main dans la main et qui nous aident à benchmarker, à trouver des nouvelles astuces, à avoir des nouvelles mesures. Enfin, tu vois, on se fait challenger en permanence par les top SEO. Voilà. Donc, l'équipe, tu vois, à quoi elle ressemble. Mais surtout, ce qui a changé par rapport à avant, c'est la mesure, en fait. Avant, on travaillait, on faisait des choses avec croyance sans aucune mesure. C'est-à-dire que, tu vois, on va créer du contenu, on va obtenir un backlink sur un annuaire parce qu'on va rédiger. Enfin, tu vois, on va obtenir des backlinks par des échanges, par des choses, tu vois, mais on mesurait rien. Aujourd'hui, on a vraiment un outil de mesure. On doit suivre, tu vois, 3 ou 4 millions de mots-clés. À l'époque aussi, c'était beaucoup moins géolocalisé que maintenant. Tu avais la requête cours particulier. Je te donne un exemple. Cours particulier, c'était une requête. Tu regardais ta position. Bon, voilà. Aujourd'hui, cours particulier, c'est des requêtes. Il y en a 50 en France. C'est-à-dire qu'il y a cours particulier à Marseille, cours particulier à Lyon, cours particulier à Montpellier, à Paris, dans les arrondissements. Enfin, donc tout ça, faut les suivre. En fait, et c'est du travail de fourmi, c'est-à-dire que justement pour suivre, on a développé un outil en interne pour suivre toutes nos positions et pour avoir de l'alerting sur des mots-clés sur lesquels il faut travailler. On suit évidemment nos positions et on suit aussi les positions de nos concurrents, tu vois. Donc aujourd'hui 54 pays, donc on suit là dans tous les pays. Et donc c'est ça, c'est le monitoring qui a beaucoup changé aujourd'hui. D'accord. Par exemple, quand tu vois un mot-clé que tu dois faire remonter, l'équipe a un process pour ça. Création de contenu. On va retravailler notre contenu. Nos contenus qui faisaient monter ce mot-clé-là, par exemple. Je donne un exemple. Nous, ce qu'on fait, c'est que sur prof de guitare, la landing professeur de guitare, nous, quand on se lance, on veut faire monter cette landing, en fait, on se pose la question, tiens, qu'est-ce que va chercher un mec dans Google, un mec qui veut prendre des cours de guitare. Donc, on va identifier à peu près 200 questions en se disant, comment acheter ma première guitare? Comment accorder ma guitare, comment jouer de la guitare quand je suis gaucher, est-ce que je dois acheter une guitare électrique ou une guitare sèche, la différence entre une guitare folk et une guitare classique, toutes ces questions. On en fait un article avec un contenu d'extrême bonne qualité. Ok, on va t'expliquer, pour comment acheter sa première guitare, quels sont les critères, quels sont les endroits et compagnie. Et dans cet article qu'on va faire de 3000 mots, on va faire, au bout d'un certain temps, parce que on va mettre un lien vers, et si en plus tu cherches un prof de guitare, voici la landing professeur de guitare. Tu vois ? Donc, ce contenu qui a été rédigé une première fois, il est mis en Google. Donc, cette page va remonter. Cette page, souvent, il y a des gens qui vont faire des liens en disant « Ah putain, c'est génial, si tu cherches un article sur comment apprendre la guitare, comment acheter ta première guitare, tu as un article vers le blog. » Donc, nous, on a énormément de backlinks, en fait, qui viennent de gens qui mettent en ressources. Tu sais, on a la NASA, quand même, qui fait des liens vers nos articles de bas parce qu'on fait des articles super bons. Et par exemple, quand tu perds une position sur le mot-clé guitare, je sais pas, on se dit, putain, attends, les articles très puissants où ils en sont aujourd'hui, ils sont un petit peu obsolètes, il faudrait peut-être les remettre à jour. On refait passer un rédacteur, en fait, qui va remettre à jour. Alors, ça peut être la jour d'actualité, ça peut être à jour parce que, avant, on mettait beaucoup d'images. Maintenant, peut-être on va te rajouter en plus un compte Insta, un influenceur,
une vidéo, on va retravailler, améliorer cet article pour le refaire remonter, pour qu'il soit plus puissant, pour qu'il puisse nous apporter plus de jus sur ce mot-clé. Salut, c'est Théo, je te fais une courte interruption. Chez Kudak, on a une équipe de 60 personnes qui accompagnent les marques pour atteindre leur business plan digital via les bonnes méthodes de media buying, une réflexion publicitaire faite par des creative stratégistes et une expertise tracking qui est le nerf de la guerre à notre ère d'Internet. On est partenaire premium de toutes les régies digitales, ce qui nous permet de bénéficier en avant-première des nouveautés et d'en faire bénéficier nos clients. Si jamais tu veux en savoir plus, nos experts Kudak proposent des audits qui te permettent de répondre à la question est-ce que tu es à jour par rapport aux bonnes pratiques de ton marché, ou alors est-ce que tu passes à côté d'une opportunité de croissance facile. Tu peux réserver un appel de découverte sur le lien en bio, il suffit juste de dépenser plus que 5 000 € par mois en publicité, ou alors de faire plus que 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, je laisse nos clients te dire ce qu'ils pensent de nous. L'accompagnement, il est vraiment top. On est à plus 30%. On performe très bien sur les réseaux et sur Internet. Kudak s'est toujours montré force de proposition et c'est très plaisant. Sans eux, moi, je m'en sortirais pas toute seule. Au niveau où vous en êtes, avec ce multi-pays et tout, le fait que l'enjeu SEO soit international, en fait, sur quoi, selon toi, se joue la bataille, en fait? Qui gagne sur les positions, ce que vous challengez? Qui peut vous emmerder? C'est le plus riche, j'ai envie de dire. Le plus riche gagne toujours. Hein. Tu vois, tu peux tout acheter, si tu veux. Tu peux acheter encore plus de contenu, encore plus incroyable. Tu vois, racheter des concurrents, racheter. Tu vois, l'argent, c'est quand même un énorme truc pour améliorer le SEO. Après, c'est vrai que nous, on a pris... nous, c'est notre cœur de réacteur. C'est vraiment depuis... On est né, on est SEO friendly depuis le début, c'est le premier jour. C'est vraiment le truc. Mais après, il y a quelque chose, Théo, qui est en train de se passer. Il y a quand même un changement de paradigme que moi, j'ai vécu depuis le début. Si tu veux, le SEO, c'était 100% de nos trafics, tu vois. Mais à l'époque, moi, j'ai commencé, c'était 60% de mon trafic, c'était desktop. Tu vois, quand j'ai commencé, 60% des gens venaient du desktop. Le desktop, quand tu tapais un mot-clé, bah, tu avais les annonces sponsorisées en haut, sur le côté. Et puis, tu avais quand même, tu voyais les résultats SEO, tu vois. Aujourd'hui, 75% de mon trafic, 70% suivant les pays, même des fois 95% comme en Inde, c'est mobile. Donc déjà, le SEO est beaucoup moins puissant en mobile qu'en desktop. Parce que quand tu arrives, tu es sur la requête, tu as le SEA, et donc tu dois scroller avant de tomber le SEO. Donc le SEO, aujourd'hui, est beaucoup moins puissant. Alors, il est encore très puissant, tu vois, mais de moins en moins, il chute. Donc aujourd'hui, il y a ça, mais il faut quand même, c'est un prérequis d'être bon en SEO, si tu veux. Mais maintenant, il faut aussi être bon en SEA. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que quand tu me disais quels sont les trucs, c'est vraiment l'argent. Si tu veux, il faut être l'argent pour acheter du SEA et l'argent pour acheter du SEO. Quoi. Parce qu'il faut faire les deux. Aujourd'hui, c'est le SEO, je crois que, sauf sur des trucs très particuliers en fait, mais sur les requêtes business, maintenant Google, ils ont bien compris que sur les requêtes business, donc soutien scolaire, prof particulier de maths, prof particulier d'anglais et compagnie, où vraiment tu avais des boîtes qui faisaient du business. Google, ils ont bien compris que ça, c'était des mots-clés où les 4 ou 5 premiers mots-clés, c'était que du SEA. Et puis surtout, maintenant, tu vois même à peine la différence. En mobile, tu vois presque plus la différence entre SEA et SEO. Au début, il y avait 2 liens en haut. Maintenant, il y en a 3. Des fois, il y en a 4. Un jour, comme sur Baidu, on attaquait la Chine. Tu sais, Baidu, il n'y a plus de SEO. Il n'y a plus que de SEA. C'est-à-dire que tout est payant. Il n'y a plus que du lien. Le SEO n'existe quasiment plus en Chine. Parce qu'ils ont... Alors, soit ils ont quelques années d'avance, tu vois, mais Baidu, c'est que du lien sponsor, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, pour Superprof? Parce que tu as probablement une des plus grosses équipes SEO. Ouais, mais toujours encore. Attention, hein. Je continue à dépenser sans compter dans le SEO. Ouais. Le SEO reste... Il ne faut pas que j'arrête. Et surtout... si j'arrête, les gens vont me prendre des positions. Le SEO, c'est pas à gagner. Il faut refaire, rechallenger, ça et tout. Mais la part du SEO dans le trafic fait que baisser d'année en année. Parce que le SEA prend les parts. D'accord. Et peut-être, parce que donc la première vague a été le desktop vers mobile. Ouais. Est-ce que tu as déjà un petit peu une lecture de ce que les agents IA peut-être vont changer? Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous regardez, que ça a changé quelque chose dans vos process SEO, vu que vous avez une équipe sur laquelle des petits gains de productivité ou d'efficacité peuvent faire une grosse différence? Ouais. Alors, les équipes se font aider par l'IA. Ouais. Nous, alors, moi, j'ai très peur pour les sites d'information. Les sites d'information, ils vont se faire plier par l'IA parce que l'IA va répondre à la place du site d'information. En prenant les informations du site d'information. Donc ça, c'est flippant. J'ai pas trop peur pour nous, parce que nous, du coup, on propose du professeur, donc c'est quelque chose de physique. Nous, tu sais, on propose un humain. Donc l'IA ne peut pas vraiment répondre à la place, toi, de l'humain. Donc ça, j'ai pas trop peur. Mais par contre, oui, non, on a plein de textes qui sont relus, corrigés par l'IA, améliorés. On utilise l'IA, mais on a encore beaucoup de rédacteurs, beaucoup de choses qui sont faites à la main, quoi. D'accord.
Ok. Donc tu disais au profit du SIA. Alors, ouais, bien sûr. Bah, 4 ans, depuis 4 ans, on est passé au SIA, quoi. C'est-à-dire qu'on a appris. C'est pareil, le SIA, c'est aussi compliqué que le SEO. Hein. C'est pas le SIA, c'est pas juste, tiens, je mets 3 mots-clés, puis je demande à Google. Parce que sinon, Google, il va te faire acheter 10 € le clic, donc, puis ça sera pas pertinent, puis les taux de clics sont très mauvais parce que les gens cliqueront pas sur ton annonce. Donc, en fait, il faut, le SEA, il faut allier à un budget énorme, mais aussi du marketing, du branding, de l'astuce pour que les gens cliquent. Voilà, une fois qu'ils ont cliqué, c'est pas le tout, mais il faut qu'ils aillent sur la bonne page, qui correspond à la bonne requête. Et ensuite, après, que la page elle soit sexy, et puis que du coup, il y a un tunnel ou tas d'acquisition qui fait que tu vas jusqu'au paiement, quoi. Et comme Google remonte tes transactions, il sait si ta page est performante ou pas. Donc, c'est un truc un peu vertueux, tu vois, parce que du coup, tu peux te dire, tiens, je peux augmenter mon taux de clic, je peux augmenter mes enchères, parce que sur ce funnel-là, tu vois, je sais que une personne sur 10 me paye 39 €, donc ça me coûte 3,90 €. Enfin, tu vois, tu connais ce truc-là, quoi. Mais c'est de l'apprentissage, c'est pas naturel. C'est-à-dire que c'est du travail de fourmi. Et moi, aujourd'hui, je ne fais que grossir mon équipe SEA. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, on dépense entre 1,5 million et 1,8 million mensuels d'AdWords, tu vois, avec notre plus gros budget qui est les US, parce que c'est pareil, les coûts d'acquisition aux US, c'est encore... mais rien à voir avec les US, c'est la Champions League, si tu veux. Tu penses que tu es bon en France parce que tu as attaqué l'Italie, l'Espagne et le Portugal, mais va te confronter aux US, tu vas te rendre compte que tu es un nain, quoi. Les US, c'est des killers. Ils ont 10 ans d'avance sur nous, ils sont ultra agressifs, ils sont hyper bons en produits, ils ont des tunnels, des fenêtres d'acquisition hyper optimisés, ils ont pris toutes les positions SEO. Moi, quand j'ai attaqué les US, c'était Everest, face nord. Et j'ai mis 6 ans, alors que j'ai l'impression que j'étais pas mauvais. Mais j'ai mis 6 ans avant de gagner 1 $ aux US. Les US, ça a été la claque, quoi. Alors, c'était avant de faire la Chine. Après, j'ai fait la Chine et je me suis dit, ouais, la Chine, c'est encore une deuxième claque. Mais les US, ça a été hyper dur. Et c'est parce qu'on était bootstrappés et que j'avais pas de fonds à qui je devais rendre des comptes et que j'avais un peu un grain de folie et que j'avais une énorme envie de vivre. Moi, Théo, si j'ai lancé les US, c'est parce que je veux vivre en Californie. Voilà, je fais mon coming out sur... Je veux vivre à San Francisco, Los Angeles. En tout cas, je veux pas y vivre toute ma vie, mais tu vois, j'ai envie de vivre une aventure américaine pendant 1 ou 2 ans, j'en sais rien, tu vois. Et donc, j'ai lancé les US en me disant, le jour où l'activité sera plus importante aux US, ça, c'est une bonne excuse pour pouvoir aller vivre là-bas, tu vois. Alors aujourd'hui, les US, c'est notre deuxième plus gros pays. Hein. C'est juste derrière la France. Mais ça talonne. Donc, dans très peu de temps, les États-Unis auront dépassé la France. Donc, je pourrais aller m'installer en toute quiétude aux États-Unis. Mais donc, pendant 6 ans, j'ai dépensé entre 300 000 et 400 000 € à fond perdu. J'ai perdu 300 000, 400 000 € pendant 6 ans. Et donc, c'est pour ça que je disais, parce que c'est mon envie et mon amour des États-Unis qui m'ont poussé à faire ça, et pas de fonds, parce que j'aurais eu un associé ou un fonds d'investissement et qui m'aurait dit, j'étais gentil, mais ça va, t'as déjà perdu 1 million d'euros, 1,5 million. Arrête, recentre-toi sur ton marché domestique, puis quand tu seras plus gros, t'y retourneras. Et en fait, t'y retournes jamais, parce que du coup, tu es chat échaudé, craint l'eau froide, tu t'es déjà pris une claque, entre-temps, tu fais autre chose, t'as d'autres envies, et puis tu t'y reviens plus. Et nous, je sais je te dis, on a mis 6 ans pour faire baisser les coûts d'acquisition, comprendre le SEO, et en fait, arriver par la petite porte de derrière que les mecs avaient oublié de voir, en fait. Alors que nous, quand on faisait une stratégie SEO, si tu veux, on arrivait sur un pays, on prenait toutes les matières, toutes les villes, et boum, on attaquait, de façon frontale. Et on gagnait des positions. Moi, quand j'ai attaqué le Portugal, par exemple, ou l'Espagne, rapidement, nos concurrents, si tu veux, on arrive à les challenger, on arrive à leur prendre des positions, tu vois, parce que ils sont pas aussi taillés que nous, tu vois, quand j'ai fait ça aux US, déjà les US, il y a je sais pas combien de villes, c'est des géants. Et en plus, les mecs sont hyper bons. Mes concurrents, ils ont pas attendu pour prendre toutes leurs positions et puis pour les rendre totalement indéboulonnables. Donc, on a dû faire par petites trucs. Et puis, les coûts d'acquisition. Moi, quand j'ai commencé aux US, on achetait nos profs à 28 $ le prof. 28 $, tu vois. 28 $ le prof, quand en France, j'achetais à 2 €. Tu vois, quand en Inde, j'achetais à 50 centimes. Aux États-Unis, un prof, c'était 28 $. Voilà. Et donc, puis en plus, on avait fait une connerie, on avait attaqué avec le point US. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on avait dit, le point .com, c'est le point qui redirige vers. Quand tu tapes .com dans n'importe quel pays, en fait, en fonction de ton pays, on te met vers le point .it, point .es, point .mx, tu vois. Et donc, on avait dit, point US, voilà, si tu tapes le point .com, ça ira vers le point .us. Mais en plus, point US, c'est ridicule, personne l'utilise. C'est un truc de con. Donc, en plus, ça marchait pas. Les gens, ils retenaient pas notre nom. Le SEO, on pouvait pas l'utiliser. Et les coûts d'acquisition, on pouvait pas se les payer parce que les profs étaient trop chers. Bon.
plus le fait que géographiquement, nous, on faisait à l'époque quand même vachement de cours physiques. Donc, on avait besoin, au même endroit géographique, un prof et un élève. Parce que c'est ça, nous, Superprof, on l'a lancé au début, vraiment en cours physique. C'est-à-dire, c'est un prof qui vient chez toi, ou toi, tu vas prendre un cours de piano chez le prof. Enfin, tu vois, faut que vous soyez pas trop loin, géographiquement. La géographie, ça a un énorme sens. Et donc, aux US, t'imagines, pour faire matcher à un même endroit, même matière, une demande d'élèves et un prof, mais des profs, il t'en faut, mais tu sais, une quantité incroyable. Et donc, pendant 2 ans déjà, on n'a rien fait. Alors vraiment, c'était, si tu veux, on est arrivé à la fin, on avait, au bout de 2 ans, on avait 1000 profs, quoi. Enfin, tu vois, c'était rien, ridicule. Et parce qu'on avait pris aussi une nana qui était incroyable, qui venait de Boston, Misha. Parce que nous, on prend toujours des natifs. Quand on lance un pays, on recrute un natif. Parce que le natif, il prend le pays, il le tord, il en fait un truc très local, le système pédagogique en américain, toutes les matières, les tests, les levels, et puis la façon de chercher géographique. Enfin, il me tord le truc. Il le traduit évidemment dans la langue et tout, mais il fait le support, mais il recrute des profs. Et donc pendant 2 ans, Misha, si tu veux, elle s'est tapée un mur, mais qui était immense. Elle était hyper moteur, mais comme toujours, nous, tu sais, on n'a pas trop de ronds, donc du coup, au début, on recrute quelqu'un qui sort d'école. C'est peut-être bien fait, sympa, mais sans expérience. Et les US, en fait, quand t'as pas d'expérience et que t'arrives et que c'est Himalaya face nord et que c'est très dur, en fait, tu t'épuises. Donc nous, pendant 2 ans, cette pauvre Misha, elle s'est un peu épuisée. Voilà, donc on a décidé de prendre aussi quelqu'un de vachement plus senior, en fait. Donc il y a du coup une autre jeune femme qui est arrivée, Greta, et elle, qui avait fait 5 ans chez Google, qui était beaucoup plus capée. Donc elle, déjà, premier truc, elle nous a dit, bon, les points US, vous arrêtez les conneries, vous repassez en .com. Et, tous les efforts SEO qu'on avait fait sur le point US, ils repartaient à 0.com. Mais bon, c'était la meilleure chose qu'elle nous a donné comme conseil. Et ensuite, après, elle nous a vachement fait baisser les coûts d'acquisition. Donc, si au lieu de $28, on est passé tout de suite à 7, 8, parce qu'elle a trouvé des nouveaux canaux que la première ne nous avait pas identifiés. Et après, coup de chance aussi, enfin, coup de chance en tout cas pour notre... C'était quoi les nouveaux canaux? Job board. Ouais. Et partenariat avec les universités. Okay. Les grosses universités, donc énorme mailing auprès des étudiants et compagnie. Et Job board, c'est un truc qu'on a développé d'abord aux US, et maintenant on a développé ça partout dans le monde. D'accord. Indeed, par exemple, ça et tout, c'est des trucs qui nous rappellent beaucoup de professeurs. Ça dépend des pays, en fait. Et après, un truc qui nous a bien aidé, c'est le Covid et les confinements. Parce que, en fait, comme je te disais, pour le maillage géographique, c'était dur. Mais du coup, on est passé full webcam, tu vois. Et donc, d'un seul coup, les États-Unis aussi, blackout. Donc, tous les profs, en fait, étaient accessibles en webcam. Donc, du coup, d'un seul coup, on a commencé à faire des mises en relation. Les élèves qui arrivaient avant chez nous et qui cherchaient un prof de piano à Chicago et qui trouvaient pas, aujourd'hui, un professeur de piano à Chicago, en fait, ils avaient Chicago, New York, Los Angeles, et donc, ils pouvaient le prendre par webcam. Donc ça nous a aidés, tu vois, à faire des mises en relation et à commencer à avoir nos premières mises en relation. Qui dit mise en relation dit évaluation, dit étoile. Qui dit étoile dit professeur beaucoup plus sexy, parce que du coup, t'as plus confiance. Et c'est cercle vertueux, tu vois. Donc le Covid, Greta, les changements de coûts d'acquisition nous ont fait... et donc c'est après le Covid qu'on a vu une traction. Et les États-Unis, aujourd'hui, c'est plus de 100% de croissance. C'est notre deuxième plus gros pays. Et ça battra la France, premier trimestre de l'année prochaine, tu vois, à peu près. Et vous intégrez l'expérience de cours visio directement dans Superprof? Ouais, on l'a développé pendant le Covid. D'accord. Ouais. Et le paiement aussi maintenant. Okay. Mais sans commission. Toujours sans commission, je suis sûr. Il y a un point notable, je suis obligé de rebondir dessus, sinon mon audience va me taper sur les doigts. C'est quand tu dis que tu dépenses 1,5 million par mois en SIA, je suis obligé de demander comment est structurée ton équipe, d'en savoir un peu plus parce qu'il n'y a pas beaucoup des spenders à ce niveau-là et qui sont français de base. Donc, ouais. Ça ressemble à quoi, une équipe qui dépense autant? Eh bien, ça ressemble à déjà j'ai un patron du SIA qui est exceptionnel, qui s'appelle Jocelyn et qui a monté une équipe de gens internationaux. Donc, en fait, chaque gros pays, si tu veux, a quelqu'un de dédié chez nous. Donc, le marché US, il y a une personne à temps plein qui va s'occuper à la fois de l'acquisition élève que de l'acquisition professeur. Mm-hmm. Okay, et donc, il va piloter toutes ces campagnes. Il y a même des gros pays où il y a plusieurs personnes. Et puis... cette équipe, elle fait aujourd'hui à peu près 20 personnes. Quand même. Ouais. Et on recrute en permanence. C'est-à-dire qu'on recrute, et pareil, on fait la même technique que SEO, c'est-à-dire que moi, j'utilise tous les meilleurs consultants SEA pour venir nous auditer sur un pays et pour dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on n'est pas là et compagnie. Donc, il y a ça. Et puis, on travaille beaucoup avec notre account manager Google, quand même, qui est Béné, qui est une femme exceptionnelle, qui nous aide aussi mieux dépenser, plus dépenser, on ne saura jamais. En tout cas, voilà, qui nous donne quand même quelques insights pour effectivement optimiser notre performance pour recruter des élèves et des professeurs, quoi. Et pour la petite anecdote, Théo, un truc rigolo, c'est que
Donc l'année dernière, on a dépensé 10 millions chez Google. Donc en fin d'année, super, Google nous invite au restaurant, toute l'équipe est là, c'est très beau, sympa. Tu vois. C'est vrai qu'il y a peu de Français qui dépensent autant, en tout cas des startups. Il y a des grands groupes qui dépensent beaucoup, tu sais, et tout, mais à l'international, autant que nous, il n'y en a pas beaucoup quand même. Et donc je ne peux pas m'empêcher de me dire, écoute, 10 millions, c'est quand même incroyable, c'est un chiffre fou. Donc est-ce qu'on pourrait avoir une remise sur volume? Au bout d'un moment, t'as Popeye, un petit 5%, quoi. Enfin, tu vois. Et elle me dit, bah non, on ne fait pas du tout ça chez Google. On ne fait pas de remise sur volume. Maintenant, je sais qu'il y a un programme, qui est le programme Croissance, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est si une société à ce niveau de dépenses est capable de s'engager sur les 3 prochaines années à dépenser plus chaque année, 3 ans, on peut avoir 1% de réduction en crédit Google. Donc... on te fait 1%, donc t'imagines, tu dépenses 10 millions, on te file 100 000 balles à la fin de l'année, et on te dit 100 000 balles à dépenser, bien sûr, sur votre moteur de recherche préféré, quoi. Rigolo, hein? Ah oui, ça... En s'engageant 3 ans à dépenser plus. Ah bah c'est... Voilà, c'est les maîtres du monde. Et c'est pour ça que, effectivement, aujourd'hui, ils sont un peu embêtés sur leur monopole. Parce que, ouais, non, c'est des... Voilà, c'était pour la petite anecdote de négociation. Moi, je connais aucun prestataire à qui tu dépenses autant qui te fait pas un petit... Ah, mais t'as eu un resto, quand même. Ouais, j'ai eu un resto, voilà, exactement. J'ai eu un beau resto, ils sont... Voilà, très sympa. Et... Ouais, parce que vous avez du social aussi, on en avait parlé dans la préparation. Ouais. Méta, beaucoup méta, en retargeting. Alors, non, en acquisition aussi, on fait branding aussi. On fait du branding, maintenant. Ok. Voilà. On a utilisé beaucoup de méta en retargeting. En fait, le truc classique, chez nous, c'est beaucoup, voilà, tu viens chez nous par SEO, SEA, tu commences un processus de mise en relation avec un professeur, voilà, tu finalises pas, et tous ceux qui finalisent pas, on vous relance par... mail, par SMS, et après on te retaxe sur les réseaux sociaux et on te fait tourner les profs que tu as vus en disant, bah tiens Théo, tu as vu un prof de... Voilà la prof de piano que tu as vue, tiens, il y a aussi un tel, il y a cette prof de piano, puis il y a prof de piano jazz, et donc tu revois tourner sur Insta, Facebook, des profs que tu as pu voir ou des profs qui sont similaires à celles que tu as vues, et on te regardait les outils sur Criteo. Criteo, alors ça marche pas très bien en France, Criteo, mais dans d'autres pays ça marche bien. Mais voilà, retargeting, beaucoup. Et ça marche bien, ça. Hein. Le retargeting, c'est puissant. C'est-à-dire que tu viens pour une prof de piano, t'as vu une certaine personne, et c'est sur Insta, on te remonte d'autres profs de piano, proposés avec des prix différents, des machins et tout. Ça convertit bien. Ça marche pas en acquise? En acquise, c'est compliqué. En acquise, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est très difficile de déclencher une envie de prendre un cours avec une prof en acquise. En acquise, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à craquer le truc. On en fait, hein, mais c'est des prix stratosphériques, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas. Donc, on a un peu abandonné l'acquisition pure et dure. Parce que tu vois, c'est le déclenchement d'achat, de prendre un cours. En fait, c'est un besoin que tu as et c'est un truc où tu vas chercher. Là, quand tu vas chercher, là, évidemment, que si tu cherches à prendre un cours, à trouver un prof, il faut absolument que tu ailles chez Superprof. Tu vois, ça, faut que tu nous trouves et tout. Mais sur les réseaux sociaux, quand tu es en train entre deux vidéos, à mater, à chiller et tout, le déclenchement est compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est beaucoup de branding, beaucoup de love branding. C'est-à-dire qu'on te fait voir la marque de façon sympa, marrante. On fait beaucoup on communique énormément, tu vois, plutôt sur les réseaux avec des influenceurs, on fait des partenariats, on fait des trucs fun. Pas des trucs où on va te faire payer, mais des trucs où tu as entendu la marque et plus classique, hein, que tu connais, plus la marque est connue, plus les taux de conversion sont bons. Plus les gens sont en confiance, tu sais, pour payer, quoi. C'est-à-dire que c'est le célèbre vu à la télé, qui te fait convertir les paiements, quoi. Donc, plus tu convertis, plus Google, il t'aime bien, plus il te fait remonter dans les moteurs. Parce que Google, il veut des expériences utilisateurs qui soient bonnes. Donc, plus le SEA, du coup, convertit, plus tu cliques, plus tu... c'est très... Donc, branding, beaucoup. Mais acquisition pure et dure, prends ton prof de maths, machin, on en a fait, on a essayé plein de trucs et tout, mais compliqué. Ouais, c'est-à-dire, du coup, Superprof, c'est un site pour les gens qui cherchent un cours, pas pour les gens qui se posent la question de s'ils devraient prendre un cours ou pas. Ouais, un peu. D'accord. Alors, j'ai plein de questions sur les univers concurrentiels qui, j'imagine, vous êtes présents dans 54 pays. Ouais. Vous avez racheté 17 boîtes, tu disais? Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai même pas annoncé ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux peut-être me refaire la progression du chiffre d'affaires? Après, on revient sur les pays, mais comme ça sera nickel. Je la mettrai dans l'introduction du podcast. Ouais. Et ça sera super bankable. Alors, on a fait 44 millions l'année dernière de chiffre d'affaires. Cette année, on va faire 60 millions et on vise 100 millions l'année prochaine. D'accord. Et on devrait faire prochainement, je ne sais pas quand exactement, mais en fait, on est une boîte qui devrait faire dans les 10 prochaines années 500 millions. On est taillé pour faire 500 millions. Après, j'ai plus d'idées. Mais aujourd'hui, j'ai assez d'idées pour faire 500 millions. Qu'est-ce qui te rend si confiant? C'est des nouvelles idées ou c'est les actifs du jour Ah non, c'est prolongés? C'est tout bête.
c'est si on prend le niveau de la France, on prend le niveau de chiffre d'affaires qu'on fait en France et qu'on l'applique à nos 100 pays, parce que, il y a la profondeur pour faire ça? Ouais. Dans chacun? Bah oui. Bah, si tu veux, c'est simple. Les États-Unis valent 5 fois la France. L'Italie vaut 80% de la France. C'est des estimations à vue de nez. Ah oui, tu vois. faites comme ça. Enfin, c'est moi qui les ai faites. Mais si à la fin, tu dis, les UK, c'est 1,1 fois la France, c'est 110% de la France. L'Allemagne, c'est 90% de la France. Tu vois, tu fais des estimations en fonction du niveau de vie, nombre d'habitants, concurrentiel, ce qu'on connaît déjà comme chiffre et tout, nombre de profs et tout. Enfin, et que tu fais ça dans 100 pays, à la fin, tu arrives à 500 millions de chiffre d'affaires. Vous aimez bien, du coup, attaquer les pays avec de la croissance externe? Bien sûr, on adore. On adore parce que, en fait, c'est le premier truc qu'on fait. Nous, quand on arrive dans un pays, un nouveau pays, le premier truc qu'on fait, c'est que, on recrute un natif. Le natif, son job, c'est, après avoir traduit le site, après avoir mis tout le système SEO en place avec les mots-clés qui vont bien, parce que telle université, telle matière, tel niveau, tu vois, et tout, dans la langue du truc, la langue du pays, la façon de chercher géographique. Est-ce que tu cherches par quartier, par ville, par code postal, par machin? Ça, c'est pareil, ils nous le règlent. C'est de recruter des profs. La façon la plus rapide de recruter des professeurs, une base de professeurs, c'est de racheter un concurrent. Donc, tout de suite, il nous dit tous les concurrents potentiels et tous ces concurrents, on les approche pour essayer de faire des acquisitions. D'accord, c'est un truc que vous n'avez pas pu faire aux US, par exemple, parce que c'était trop cher. Non, on n'a pas pu faire aux US, parce que c'est des montants stratosphériques. Le premier concurrent fait 200 millions de chiffre d'affaires, qu'ils ont levé des dizaines, voire des centaines de millions. Donc non, je sais pas combien ça vaut, mais c'est des montants qu'on peut pas se payer, quoi. Donc aujourd'hui, on peut pas faire ça. J'ai quand même essayé, moi, parce que tu sais, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que je me considère toujours, je me dis, écoute, si le deal est bon, je trouverai l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Si le deal me motive, me galvanise, j'arriverai toujours à trouver quelqu'un qui me finance. Tellement que je serai motivé, j'arriverai à transmettre cette motivation. Donc je me suis toujours considéré comme deep pocket, toi. Donc j'ai quand même attaqué les États-Unis pour faire des offres. Et on a été assez loin avec une boîte qui était quand même assez petite et qui était prête à nous vendre à 58 millions de dollars. Mais petite. Tu vois, c'est des trucs... c'était dingue. Mais c'est les montants, 58. Et c'est une boîte qui devait faire 2-3 millions de chiffre d'affaires. Parce que voilà le genre de montant. Parce qu'il y a un potentiel, parce que les gens... Il y a un marché, parce que la moindre levée de fonds là-bas, c'est tout de suite valorise les boîtes des centaines de millions. Enfin, c'est un autre monde. C'est les stars de l'Internet, c'est les stars du produit, c'est les stars du SEO. Il faut c'est beaucoup de choses à apprendre, je trouve, des États-Unis. Et ce concurrent américain, il n'est pas venu t'emmerder dans des pays européens? Non, pas tout, non. Alors, un petit peu. En fait, il y a 2 gros concurrents aux États-Unis, 2, 3, on va dire 2 et demi. Et il y en a un qui bouge pas, les États-Unis, c'est le plus gros, premier. Alors lui, il s'embête pas, les États-Unis, parce que c'est une profondeur de marché énorme. Donc après, je sais pas s'il a une volonté d'expansion internationale, je peux pas te dire. Et il y en a un autre qui est venu racheter un de nos concurrents au UK. Voilà, UK, il attaque UK parce que UK, c'est pas l'Europe, vraiment. C'est anglais, on se comprend, tu vois. Ils ont fait un pied en Europe par le UK, mais c'est tout. Et en fait, moi, je me dis toujours, ce que je pense, c'est qu'ils se disent, de toute façon, États-Unis, nous, on est un peu les rois du monde, et ce qui n'est pas forcément faux. On va attendre qu'il y ait un couillon qui ait unifié un site de cours particulier dans 15 pays, 15 monnaies, enfin pas tout à fait 15 monnaies, j'exagère, mais 15 langues, avec des disparités géographiques, des petits marchés et tout, quelqu'un qui aura consolidé, puis on arrivera comme à l'américaine, et puis on dira, voilà ton chèque, et on rachète le pactole. Je pense que c'est un peu comme ça qu'ils se disent le truc, tu vois. Et parce que quels sont les... J'imagine que s'ils vont pas, c'est qu'ils veulent pas s'emmerder. Ouais. Toi, t'es prêt à t'emmerder, ça veut dire? Parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils sont déjà tellement riches dans leur pays, qu'ils ont déjà tellement une profondeur de marché qu'ils se disent, on fait 50% de croissance sur 200 millions, on va refaire cette année 50 millions de plus, tu vois, on n'a pas fini de déployer aux US. Pourquoi on s'embêterait, tu vois, à attaquer un petit marché comme la France, l'Espagne, qui sont des micro-marchés dans des langues qu'ils connaissent pas, tu vois, donc c'est dur, tu vois, pour eux. Enfin, ils ont tellement un marché avec une profondeur énorme aux US. Donc voilà, donc je pense qu'ils attendent, mais j'en sais rien, je suis pas dans leur tête, je sais pas. Moi, je pense qu'ils devraient se méfier parce que moi, je suis un peu inachetable. Donc, parce que arriver comme ça avec un truc, une offre d'américain, ça marche bien quand j'avais eu d'un board des fonds ou des investisseurs. Là, les investisseurs, ils craquent parce que tu vois, le mec arrive, l'américain, il paye, il rachète 100% de la boîte, tout le monde veut vendre, que le fondateur il veuille ou non, t'es obligé de vendre, tu vends, c'est comme ça. Mais moi, comme j'ai pas de fonds, ça va être compliqué, que je suis pas du tout vénal, que je ne veux pas m'enrichir personnellement, et que c'est la meilleure boîte du monde, ça va être compliqué de me faire une offre
en tout cas. Donc voilà, donc il devrait se méfier. Moi, je serais. Voilà. Mais bon, faut pas qu'il m'entende, sinon. En fait, là où je voulais en venir, c'est que je me demandais quelle était la friction. Tu parles en fait d'ouvrir un pays comme tu étais en claquant des doigts, on a ouvert tel pays, oui, c'est bon, oui, on a mais parce qu'on a un playbook maintenant, on le sait. En fait, si tu veux, le deuxième pays qu'on a lancé, c'était très dur. On a lancé l'Espagne en deuxième pays, ça a été toutes les erreurs du monde, on mettait du temps, même en termes de serveurs, on mettait un temps infini. Moi, j'avais, tu sais, je suis parti un moment aux États-Unis, j'ai passé un mois à San Francisco, et pendant un mois, je me suis dit, je vais améliorer la rapidité de lancement d'un pays. Parce qu'on mettait de façon incompressible, genre 10 jours à lancer un pays. Si on voulait lancer un pays, il fallait prendre un serveur, il fallait monter une base de données, il fallait synchroniser. Pour lancer un pays, c'est énorme. Ouais, moi je trouvais beaucoup, ouais. Wow. Bah, maintenant, on lance un pays beaucoup plus rapidement, en fait. On lance un pays peut-être en une demi-journée, et ce qui nous manque après, c'est recruter un natif. C'est le recrutement du natif. Mais sinon, au niveau maintenant infrastructure, avant, il fallait remplir, tu vois, toute la base de données avec les codes postaux, les adresses, toutes les villes. Il fallait faire. Maintenant, on a plein d'astuces pour créer les villes automatiquement. Avec Google, on utilise beaucoup de Google Maps. On a tout un système. Donc ouais, aujourd'hui, là, le dernier pays qu'on a lancé, je te disais, les Émirats, Dubaï. Recrutement. Alors, on l'opère en anglais, hein, donc ça nous a fait gagner du temps aussi. On n'a pas eu besoin de traduire. Mais oui, on avait une journée, quoi. C'est très rapide. Je regarde si j'ai traité tous les sujets dont j'avais envie de te parler. Je crois bien, oui. Wilfried. Moi, je me posais la question, ça serait quoi le concurrent qui ferait peur à Superprof ? Alors non, j'ai aucun concurrent qui me fait peur. Moi, je souhaite tout le meilleur à mes concurrents. S'il y a quelqu'un qui est meilleur que moi et qui arrive à faire un meilleur site de mise en relation, je me battrai. C'est-à-dire que je ne serai pas un adversaire qui va cesser faire. Je me battrai jusqu'au bout, mais à la fin, j'applaudirai. Bravo, il n'y a pas de compétiteurs, c'est des adversaires. Et encore une fois, moi, je crois, déjà, j'ai vécu 10 ans fantastiques. Je suis extrêmement heureux. J'ai énormément de chance. J'ai une équipe formidable. Donc déjà, tout ça, on ne pourra pas me l'enlever. Et non, mais que le meilleur gagne, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de trouver son prof. Vraiment, je pense qu'il faut sur Terre un Airbnb du prof particulier. Aujourd'hui, il y a plusieurs concurrents. C'est pas encore bien unifié. Aujourd'hui, Airbnb, ils ont un peu plié le game sur la location d'appartements. Il n'y a pas vraiment de concurrents quand tu veux quelque chose de sérieux, de bien, dans tous les pays du monde, t'as Airbnb, je pense qu'il va falloir un super prof dans tous les pays du monde, comme ça, qui te permet, quand tu as envie d'apprendre quelque chose, de trouver la perle rare à moindre coût, tu vois. Donc, j'espère que ça va être super prof, tu vois. Moi, je me bats tous les jours pour que ce soit super prof, mais si y a un concurrent qui est mieux que nous, écoute, je serais obligé de dire bravo. Mais c'est pas évident quand même, hein. On n'est pas mauvais quand même. Enfin, voilà, quand même bien entouré, quoi. Merci Wilfried pour ton temps. De rien.